quelqu'un s'est réveillé de mauvaise humeur et confus. Il ne comprenait pas pourquoi sa vision était soudainement devenue noire. Il écarta sa frange et vit que sa main avait l'air différent. Il avait aussi un chapeau de champignon qu'il ne pouvait pas enlever. Il était complètement abasourdi jusqu'à ce qu'il voie son reflet dans la flaque d'eau. Il était un champignon, et il ne comprenait pas ce diable qui se passait. Il a essayé de se souvenir de ce qu'il avait fait en dernier. Il regardait une jolie femme. En gros, il s'est masturbé à mort et s'est réincarné en monstre champignon. Je pense que c'est mieux que de se faire écraser par un camion, bordel, n'est-ce pas? Il s'est plaint de la façon dont il était censé draguer des filles en ayant cette apparence. Il a exigé son beau visage en retour. Soudain, quelqu'un l'a appelé frère Xingbao. Notre MC s'est lentement retourné, puis il s'est figé de choc. Il pensait avoir vu une belle femme. Il s'est excité, pensant qu'il y avait de belles filles même à l'intérieur d'un donjon de champignons. Il s'est frotté les yeux et a regardé plus attentivement. Maintenant, il voyait clairement. Ce n'était qu'un champignon terne et flétri. Ce champignon lui demanda pourquoi il disait tant de choses étranges aujourd'hui. Xingbao réalisa qu'il était juste en chaleur. Il demanda ce que cela signifiait et ce qu'il disait habituellement. Ce champignon l'informa de ce qu'ils disent normalement, et c'était intrus, tuez-les et un cri. Xingbao n'arrivait pas à y croire. Soudain, quelqu'un a crié qu'il y avait des intrus. Les monstres étaient arrivés, et ces gars sont ceux que nous appelons des orques. Il y avait 2 orques, Labu, une archère orque de niveau 1, et un guerrier orque de niveau 1 nommé Kabu. Labu était inquiète car elle n'avait pas de guérisseuse avec elle. Kabu la rassura en disant que tout allait bien car les monstres là-bas étaient du plus bas niveau. De plus, les monstres du donjon étaient vraiment stupides. Leurs répliques et leurs mouvements étaient tous des schémas fixes. Un petit champignon de niveau 1 les a attaqués, mais il a été facilement abattu, ce qui a prouvé le point de Kabu. Labu réalisa qu'elle pouvait le finir rapidement. D'autres petits champignons chargèrent sans réfléchir. Kabu les coupa en morceaux. Xingbao les regardait et se demandait pourquoi les hommes champignons chargeaient tout droit comme ça. Il demanda s'ils ne savaient pas courir, s'ils ne pouvaient pas gagner. Son ami champignon expliqua que les hommes champignons étaient des personnages non jouables, donc ils suivaient juste leur programmation, contrairement aux joueurs qui étaient libres. Il demanda si ces 2 orques étaient des joueurs. Il pensait que les joueurs étaient généralement humains. Le champignon répondit qu'il n'était qu'un PNJ avec quelques lignes d'exposition supplémentaires, donc c'était tout ce qu'il savait. Leur conversation fut interrompue car quelque chose les frôla. C'était une flèche. L'orque archer les avait soudainement ciblés. Notre garçon commença immédiatement à fuir, mais son ami resta là. Il lui cria de courir, mais remarqua alors qu'il ne bougeait pas du tout. Il s'est complètement figé. Il se précipita, le saisit et lui dit de courir. Mais le champignon répondit calmement que fuir ne faisait pas partie de la programmation des hommes champignons. Xingbao tendit la main et lui dit de la prendre. Il attrapa la main du champignon et instantanément un avertissement d'anomalie de données se déclencha. Le système continuait de les avertir sans arrêt, mais il se fichait de la programmation ou de l'anomalie. Pour la première fois, le champignon ressentit quelque chose. Il fut touché par ses actions. Pendant ce temps, Xingbao ne pensait qu'à une chose, survivre. Cela laissa les orques perplexes. Les hommes champignons n'étaient pas censés fuir. Kabu fronça les sourcils et pensa que c'était un bug, alors il décida qu'il signalerait le problème à l'administrateur une fois sorti. Bug ou pas, Labu n'allait pas les laisser s'échapper. Alors Kabu décida de se déconnecter d'abord pour soumettre le formulaire. Elle l'avertit négligemment de ne pas mourir, mais elle en rit. Il n'y avait aucun moyen qu'elle meure dans un endroit comme celui-ci. Xingbao chercha rapidement quelque chose à utiliser comme arme, mais son ami lui dit qu'il n'y avait rien. Les hommes champignons étaient programmés pour être complètement désarmés. Puis Xingbao remarqua quelque chose, un coffre au trésor. S'ils avaient de la chance, il pourrait y avoir une arme à l'intérieur. Mais l'autre champignon réfuta immédiatement cela. Ces coffres étaient conçus exclusivement pour les joueurs. Les PNJ ne pouvaient pas les ouvrir. Il essaya de raisonner davantage à ce sujet, mais Xingbao essaya quand même. D'autres avertissements d'anomalies de données explosèrent dans sa tête, mais cette fois, ça a marché. Il ouvrit le coffre. Le champignon à côté de lui regarda incrédule. Le vieux Xingbo n'aurait jamais fait une chose pareille. Il ne comprenait pas comment il avait autant changé. Xingbo s'exclama qu'il y avait beaucoup de bonnes choses à l'intérieur. Soudain, une flèche tira droit vers eux. Le champignon n'avait aucune idée de pourquoi il avait bougé comme ça. Les hommes champignons n'étaient pas programmés pour protéger leurs coéquipiers. Mais quand même, il est intervenu. Il courut devant Xingbao et bloqua la flèche. Il refusa de laisser qui que ce soit lui faire du mal. Xingbao se figea alors que le sang giclait. La flèche transperça la poitrine de son ami champignon, et avant qu'il ne puisse réagir, une deuxième flèche volait déjà vers eux. Son ami s'effondra au sol et quelque chose en Xingbo se brisa.
Il repoussa la flèche entrante. Depuis la falaise au-dessus, Labu regardait tout. Elle était stupéfaite. Un monstre champignon de niveau le plus bas venait de dévier sa flèche et il avait même ouvert un coffre au trésor destiné uniquement aux joueurs. À ce moment-là, elle le réalisa. Ce n'était pas juste un bug, c'était un bug sérieux. Dans un autre décor, en dehors du donjon, Kabou signala les bugs qu'ils avaient trouvés cette fois-ci. Un homme en robe répondit qu'il comprenait. Kabou se demanda combien de temps les donjons fonctionnaient et pourquoi il y avait encore des bugs. La figure encapuchonnée expliqua que c'était précisément parce que les donjons fonctionnaient depuis si longtemps que des négligences lors de la maintenance étaient inévitables. Il ajouta qu'il n'était pas surprenant que divers petits bugs apparaissent. Il expliqua qu'après avoir vaincu la coalition humaine, le Grand Lich craignait que les héros ne causent des problèmes sans rien faire. Il a donc conçu le système de donjon pour le divertissement des héros. Depuis lors, les héros sont entrés dans le donjon en tant que joueurs pour farmer des monstres, des ressources et monter en niveau, tout cela pour tuer leur temps ennuyeux. Et si les joueurs trouvaient un bug, ils le soumettaient aux nécropanciens, les administrateurs, et attendaient qu'ils le corrigent. Revenons à celui-ci, Labu décida de le régler elle-même. Elle ne voulait pas attendre les administrateurs. Elle décocha une flèche et Xingbao l'anticipa. Il la coupa avec son couteau. Il fut surpris par ses propres mouvements agiles et réalisa que les statistiques de base du corps de l'homme champignon étaient en fait assez bonnes. D'autres flèches furent tirées sur lui. Il les para toutes. Il réalisa cependant qu'il n'était pas facile de se rapprocher sous un tir continu avec les courtes jambes de l'homme champignon. Il se demanda s'il y avait quelque chose qu'il pourrait utiliser pour bloquer les flèches, puis il remarqua le coffre au trésor vide et le coupa pour l'ouvrir. Alors que la flèche suivante approchait, il utilisa le couvercle comme bouclier. Labu se demanda comment un homme champignon pouvait savoir utiliser un couvercle de coffre comme ça. Elle nota que ses actions et son comportement étaient étranges. Elle continua à lui envoyer une pluie de flèches, mais le couvercle du coffre au trésor les bloqua toutes. Pour elle, il bougeait comme un joueur. Elle fut prise au dépourvu lorsqu'il sauta soudainement vers elle et la coupa en deux en descendant. Son arc se brisa dans le processus, elle s'effondra dans une mare de son propre sang. Soudain, une notification apparut, le félicitant d'avoir obtenu le premier sang. Avec cela, il débloqua un talent racial d'homme champignon appelé réseau mycélien. Grâce à lui, il pouvait se connecter avec des sbires, transmettre des informations et des spores, et même partager leurs compétences et leur expérience. Une fois l'expérience partagée remplie, il pouvait monter en niveau. Il débloqua également un autre talent racial appelé champignon plante. Avec cela, il pouvait se planter lui-même ou ses coéquipiers dans des cadavres ennemis ou des zones riches en nutriments pour absorber les nutriments et restaurer ses PV. Après absorption complète, il pouvait même acquérir la classe et les compétences de l'ennemi. En plus de cela, il obtint changement de forme champignon, qui lui permettait de passer de son corps d'homme champignon à une forme remodelée. Il ne s'attendait pas à obtenir un système, mais encore une fois, après s'être réincarné en homme champignon, obtenir un système ne semblait plus si surprenant. Il activa la compétence champignon-plante. Il marcha sur le torse de l'orque et commença à l'absorber. C'était vraiment agréable jusqu'à ce qu'il se souvienne soudain de quelque chose. Il leva les yeux vers la falaise. Puisque son ami avait bloqué une flèche pour lui, il décida qu'il était temps de la sauver. Il activa à nouveau champignon-plante. La zone fut enveloppée d'une vive lueur. De petites pousses commencèrent à sortir du cadavre, puis une jambe se forma. Lentement, la forme d'un corps humain prit corps, et finalement elle se transforma en femme. Une fois complète, elle se tenait droite. Xingbao fut tellement stupéfait qu'il eut un saignement de nez. Une magnifique femme venait d'être créée, une fenêtre de statue apparut. C'était une archère homme champignon de niveau 2, rang garde, classe archer, avec l'agilité comme statistique principale et le talent racial mycélium homme champignon. Cela lui permettait d'étendre son mycélium après avoir subi des dégâts, d'absorber des nutriments des cadavres ennemis et de se soigner. Pendant ce processus, elle pouvait aussi absorber les compétences et talents raciaux ennemis. Elle avait déjà absorbé le talent racial berserker orc, qui augmentait les dégâts de 30% pendant 20 secondes avec un temps de recharge de 5 minutes. En plus de cela, elle était spécialisée dans le combat à distance et avait acquis la compétence balfol fongique parasitaire, lui permettant de tirer des spores sur les ennemis, de drainer leurs nutriments sans qu'ils ne s'en rendent compte et de restaurer sa propre vie. Cette femme était maintenant sa subordonnée. Elle s'adressa à lui comme chef et demanda à être nommée. Une notification apparut l'informant qu'il avait cultivé sa première subordonnée homme champignon et qu'il devait la nommer. Il se demanda si les hommes champignons étaient généralement sans nom, puis il s'arrêta et réfléchit attentivement à quoi l'appeler. Finalement, il lui donna le nom de Sai Feng.
Elle reconnut son commandement et déclara qu'à partir de ce moment, son nom était Saifeng. Sifeng demanda ensuite quel royaume d'instance ils allaient nettoyer ensuite. Il était confus et lui rappela qu'ils étaient des monstres, des personnages non jouables, alors il déclara que leur priorité absolue était de tuer le joueur restant. Plus tard, il ne resta que les os de l'Abu. Un autre orc marcha dessus. Kabou fut stupéfait que l'Abu ait été tué par le plus méprisable des monstres. Il raisonna qu'un homme champignon normal de niveau 1 ne pourrait jamais faire une chose pareille, puis il comprit. Ce monstre était un élite rare. Maintenant, pour lui, ce voyage en valait vraiment la peine. Les élites rares laissaient toujours du butin génial. La chance était de son côté et qu'il récupérait de l'équipement bleu, il pourrait faire fortune. Il activa la charge orc et se précipita vers Xingbao, mais son attaque fut parée. Il fut même égratigné à la cuisse. Xingbao réalisa que ce guerrier était bien plus coriace que l'archer. Une seule entaille n'avait causé que des dégâts mineurs. L'orc, furieux, maudit l'homme champignon. Il admit qu'il était surpris qu'il ait réussi à le blesser. De manière inattendue, Xingbao se retourna et commença à courir, puis il ferma la porte derrière lui. De l'autre côté se trouvait un pont. Bien sûr, Kabou le poursuivit, traversant la porte en bois dans le processus. Mais ensuite, il s'arrêta. L'homme champignon était juste là, immobile, ne courant pas. Kabou fronça les sourcils. Pourquoi restait-il là comme ça? Un sentiment de malaise s'installa. Cela ressemblait à un piège, mais il se rassura. Quoi qu'il arrive, ce n'était qu'un PNJ. De manière imprévisible, l'homme champignon lui fit un doigt d'honneur. Naturellement, Kabou fut furieux d'être moqué. Il rugit qu'il allait réduire l'homme champignon en bouillie. Il monta sur le pont en bois, mais son poids le fit vaciller. Il leva son arme et se prépara à frapper Xingbao. Mais alors, son pied traversa les planches. Le pont commença à céder et toute la structure s'effondra sous lui. Il tomba droit dans l'eau. Il maudit le méprisable monstre champignon, l'accusant de l'avoir piégé. Xingbao souligna que l'orc avait même laissé tomber son arme de panique. Il ajouta que ses mouvements étaient maintenant restreints dans l'eau, puis il lança un couteau, mais il ne fit que se loger dans l'épaule de Kabou. Kabou ricana. Même désarmé et ralenti, un faible comme ça ne pouvait pas lui faire beaucoup de dégâts. Mais alors, de nulle part, une flèche transperça soudainement le côté de son cou. Quelques secondes avant cela, l'orc se tenait sur l'eau, se moquant du faible, complètement inconscient qu'une flèche fonçait droit vers lui. La flèche frappa. Elle transperça le côté de son cou, projetant de l'eau et du sang, alors qu'elle atterrissait. Il se retourna, demandant qui avait lancé cette attaque sournoise, mais avant qu'il ne puisse réagir, une autre flèche frappa sa tête, et juste comme ça, il coula dans l'eau. L'effet berserker orc de Saifeng s'estompa, et le guerrier orc fut éliminé. Ils traînèrent le cadavre sur le rivage pour que Xingbao fasse son truc. Il activa sa capacité et l'absorba, et acquit le pouvoir de remodeler son apparence. La fumée remplit l'air. Quand elle se dissipa, il était de retour sous forme humaine. Sifeng regarda, surprise de voir quelque chose se balancer entre ses jambes. Xingbao paniqua, mais réalisa ensuite que ce n'était que le manche de la hache. Pendant une seconde, il pensa avoir oublié de mettre des vêtements et être complètement exposé. Une fenêtre de statut apparut. Il était maintenant le chef homme champignon Yang Jun, classé chef, classe guerrier, bleu, avec la force comme statistique principale et au niveau 2. Son talent de mycélium homme champignon lui permettait d'étendre son mycélium lorsqu'il était blessé, d'absorber des nutriments des cadavres et d'autres substances pour se soigner, et pendant ce processus, d'absorber les compétences et talents ratio ennemis. Il conserva le talent Berserker Orc, augmentant les dégâts de 30% pendant 20 secondes, le rendant beaucoup plus fort en combat rapproché. Une autre notification apparut. Plante champignon avait été améliorée. Il pouvait maintenant séparer des spores de son corps, les planter dans des cadavres ou des zones riches en nutriments, et faire pousser des sbires champignons sans âme. Leur expérience lui serait partagée. Ces sbires pouvaient même être transplantés dans d'autres sbires. Limite actuelle, 2. Il obtint également du butin, 2 sacoches magiques, de petits sacs de transport qui pouvaient compresser et stocker un nombre limité d'objets comme des armes. Il demanda comment ils étaient censés sortir de là. Elle expliqua que c'était le dernier étage du donjon champignon et que la seule façon de sortir était de se frayer un chemin, étage par étage. Il demanda alors pourquoi les joueurs orques de niveau 1 pouvaient entrer directement. Elle expliqua que les joueurs avaient des privilèges spéciaux et pouvaient choisir de commencer par les donjons de niveau le plus bas. Il devint curieux de savoir comment elle savait tout ça. Elle répondit qu'elle l'avait entendu par hasard dans les discussions des joueurs à l'époque où elle n'était qu'un PNJ. Sur ce, il prit sa décision.
ils se frayeraient un chemin, un étage à la fois. Ils avancèrent jusqu'à atteindre une bifurcation. Il demanda ce qu'il y avait sur chaque chemin. Elle expliqua que la gauche menait à l'étage des limaces de niveau 1, tandis que la droite menait au cimetière. Il lui dit d'aller à l'étage des limaces et de commencer à farmer. Quant à lui, il irait voir le cimetière. Quand elle demanda ce qu'il y avait de si spécial, il sourit. C'était peut-être un cimetière maintenant, mais à l'avenir, ce deviendrait leur territoire. En chemin, il ramassa des vêtements déchirés et les mit. En s'approchant, l'odeur le frappa. Même de loin, la puanteur était écrasante. Cet endroit était là où tout était jeté, les ordures, les cadavres, et qui sait quoi d'autre. Il arriva enfin. Même si les restes étaient là depuis longtemps, il pouvait encore sentir des nutriments résiduels. Il repéra des matériaux mélangés à la terre, des résidus de potions, du goudron, même un livre de magie déchiré. Avec un emplacement libre et suffisamment de nutriments, il décida de planter un autre sbire champignon, alors il absorba tout. Un vent fort souffla dans la zone, puis quelque chose émergea. Un champignon avec une tête enflammée, un pyroshroom de niveau 2. Le feu était sa statistique principale. Il avait la compétence Pyroblast, lançant des attaques de feu explosives qui engloutissaient les ennemis et drainaient leurs nutriments. Et Blazing Sprint, augmentant sa vitesse de déplacement de 50%. Il avait l'air intimidant, même s'il était un peu petit. Puis il remarqua quelque chose, des lumières. Ses yeux s'écarquillèrent. La foudre lui tira soudainement dessus. Il réagit instantanément et sauta. Une fois qu'il eut atterri en sécurité, il se retourna et chercha la source. Il fut attaqué par un dominateur de cimetière de niveau 2, un escargot électrique. Il réalisa que c'était un monstre qui se nourrissait d'humus, ce qui en faisait un concurrent occupant la même niche écologique que les hommes champignons. Il décida qu'il était temps pour le pyroshroom de briller. Il lui ordonna d'utiliser Pyroblast. Une boule de feu se précipita vers l'escargot électrique. Elle entra en collision avec l'électricité et provoqua une énorme explosion. L'escargot électrique prit feu, mais il contre-attaqua. Des éclairs jaillirent, forçant Pyroshroom à utiliser Sprint Harden pour s'échapper. Notre garçon remarqua que l'escargot se déplaçait très lentement et reconnut là une faiblesse qu'il pouvait exploiter. Pyroshroom projeta à nouveau des flammes, et au contact, une autre explosion retentit. La fumée et la poussière retombèrent lentement. Cela révéla un escargot d'éclairs rôtis. Pyroshroom fit un signe joyeux à June. Notre MC lui dit alors d'arrêter de s'amuser et de vérifier si l'ennemi était complètement mort. Pyroshroom fit un signe de « OK ». De manière inattendue, sa tête fut projetée en l'air. L'escargot était sorti de sa coquille. Il était toujours bien vivant et se tenait maintenant sur deux pattes. June attaqua immédiatement. L'escargot se moqua de lui, disant qu'il ne pouvait pas l'atteindre. Il se déplaça derrière lui et leurs attaques se heurtèrent. L'escargot d'éclair commenta qu'il était lent comme un escargot. June réalisa qu'après avoir abandonné sa coquille, la créature se déplaçait aussi vite que l'éclair. Il le regarda foncer à une vitesse incroyable. Il admit que sans sa coquille, il était beaucoup plus léger. Il chargea à nouveau vers lui. Notre garçon anticipa l'attaque. À la dernière seconde, il esquiva, révélant la boule de feu préparée par la pièce de pyro. La boule de feu fonça droit sur l'escargot. Au dernier moment, l'escargot d'éclair esquiva. D'autres boules de feu pleuvirent sur lui, mais il continua de se moquer, disant qu'elle ne pouvait pas l'atteindre. June observait simplement. L'escargot d'éclair rit, disant que même au même niveau, il avait complètement raté. June répondit calmement qu'il n'avait pas du tout raté. Il ne visait pas l'escargot en premier lieu. Puis les rochers du plafond s'écrasèrent. L'escargot d'éclair comprit enfin sa stratégie, mais il était toujours confiant qu'il ne l'atteindrait pas. Alors June activa Berserker Orc et Charge Orc. Toute la zone devint chaotique. L'escargot d'éclair réalisa que June utilisait la fumée épaisse comme couverture. Il pensait pouvoir encore esquiver n'importe quoi. Mais alors, Pyroshroom apparut. Et en même temps, June se précipita par derrière. Il ne s'attendait pas à ce qu'il superpose une attaque surprise après l'autre. Il fut pris complètement au dépourvu. L'impact fut brutal. Son corps heurta le mur et éclaboussa, ne laissant que du sang. June posa sa main dessus. Une notification apparut annonçant que l'escargot électrique avait été détruit, augmentant ses points de nutriments et débloquant des spores de soldats champignons. Il passa au niveau 3 et pouvait maintenant cultiver 3 soldats champignons. Il apprit aussi une nouvelle compétence, éthérisation. Grâce à elle, les soldats champignons connectés à son réseau mycélien pouvaient s'éveiller, absorber des nutriments et augmenter leur puissance de combat. Il planta un nouveau soldat champignon, Volshroom. Sa statistique principale était électrique, une unité rapide qui pouvait convertir les nutriments absorbés en énergie électrique et libérer des chocs électriques pour attaquer les ennemis. Il entra dans un état éthéré. Désormais, ses forces comprenaient un Volshroom niveau 3 et un Pyroshroom niveau 2. Il était satisfait.
il leur ordonna de nettoyer la zone rapidement. À partir de maintenant, cet endroit serait le camp de base des hommes champignons. Puis il s'arrêta et se demanda comment allait Si-Feng. Cela faisait un moment qu'il n'avait pas gagné d'expérience, ce qui signifiait une chose, elle avait peut-être rencontré des ennuis. Dans ce temps, Si-Feng avait vaincu de nombreux slimes jusqu'à ce qu'un monstre apparaisse et lui demande si c'était elle qui tirait sur ses subordonnés comme à la fois. C'était le roi des slimes niveau 2. Il remarqua qu'elle avait l'air étrangement familière, comme s'il l'avait déjà vue quelque part. Avant qu'il ne puisse finir de parler, il fut touché. Agacé, il se plaignit qu'il n'avait pas fini de parler et la traita d'impoli. Il fut surpris quand une autre attaque s'apprêtait à arriver. Plusieurs flèches le frappèrent, mais il prétendit que lui faire des trous était inutile. Il frappa Si-Feng. L'impact fut fort. Le roi des slimes se vanta qu'il n'était pas comme ses subordonnés. Son corps était très malléable, et les attaques physiques ne lui faisaient perdre qu'un peu de liquide. Il ajouta qu'il avait juste besoin de continuer à absorber l'humidité du sol, rendant les attaques physiques complètement inutiles. Il dit à Si-Feng de mourir. Il s'apprêtait à lancer un gros coup de poing. Si-Feng ne bougea pas. À sa grande surprise, son bras explosa. Il fut confus de voir son corps s'effondrer, puis il vit des champignons pousser sur son corps. Beaucoup d'entre eux se répandirent rapidement sur son dos. Même la nappe phréatique sous ses pieds fut asséchée par les champignons. Il se demanda quand les champignons avaient commencé à parasiter son corps. Puis il réalisa que les spores parasitaires étaient peut-être sur les pointes de flèche depuis le début. La reconnaissance le frappa, et il se souvint d'elle comme de cet homme champignon à chapeau rose. Son corps finit par se dissoudre et laissa tomber une corne. Si-Feng obtint le butin, la corne de Minotaure dévorée. Cela débloqua une nouvelle capacité permettant à Jun d'utiliser son propre mycélium pour créer des cordes d'arc et des flèches, les flèches à cordes mycéliennes pouvant tirer des compétences magiques. La corne de Minotaure fut ensuite stockée dans la sacoche magique. Ensuite, elle absorba des nutriments d'un cadavre de slime, faisant augmenter considérablement ses points d'expérience. Les effets sur elle furent également ressentis par Jun. Une notification annonça que Si-Feng était passé au niveau 4. Elle débloqua Arc mycélien, lui permettant de créer des cordes d'arc et des flèches en utilisant son propre mycélium. Et ces flèches à cordes mycéliennes pouvaient tirer des compétences magiques. Une autre notification révéla que Yang Jun était également passé au niveau 4. Il débloqua Force Shroom, une compétence qui permet aux champignons hostiles du réseau mycélien de raisonner, de recueillir des informations sur une zone et d'améliorer considérablement la coordination par le biais du réseau. Si-Feng arriva finalement au cimetière et vit les champignons nettoyés. Elle était venue aider au nettoyage après avoir terminé là-bas, mais ne s'attendait pas à ce que les 2 soldats champignons nouvellement plantés aient presque déjà nettoyé l'endroit. Il remarqua que ce n'était pas grave car la zone n'était pas si grande que ça. Il examina la corne de Minotaure et commenta que le matériau était vraiment bon. C'était bien mieux que le couperet cassé de la poitrine au trésor d'avant. Encore mieux que la hache du joueur orc niveau 1. Néanmoins, il regretta qu'il n'ait pas d'artisan qui puisse en faire une arme. Elle demanda s'il devait en attraper un. Il répondit que la compétence nouvellement apprise était parfaite pour cela. Il suggéra qu'il cherche des joueurs ou des cadavres à proximité ayant des compétences d'artisanat. Il étendit son réseau mycélien. Des champignons sondeurs germaient à travers le champ. Par ce biais, il sentit des joueurs se battre à proximité. 3 monstres avaient acculé un homme. Ils lui dirent qu'il n'avait nulle part où fuir et qu'il devait juste revenir avec eux pour forger des armes. L'homme refusa. Il ne voulait pas retourner et devenir un esclave. Il les accusa de faire mourir ses clansmen à la tâche tout en les forçant à peiner. Le monstre ressemblant à un orque bleu lui dit de mourir à la place. L'artisan mourut. Par le champignon sondeur, Jun réalisa qu'il était trop tard. Elle demanda ce qui n'allait pas et pourquoi elle ne voyait rien. Il expliqua qu'elle pourrait voir une fois qu'elle aurait étendu son mycélium et se serait connectée au réseau. Elle suivit ses instructions et bientôt elle put voir aussi. Puisque les choses en étaient arrivées là, s'il ne pouvait pas sauver les vivants, il pouvait au moins sauver les morts. Il raisonna que la mort était juste vivre d'une manière différente. Il commença à libérer des spores par le réseau mycélien. Pendant qu'ils étaient occupés, Pyroshroom et Volshroom se battaient pour un sac poubelle. Mais en un instant, Pyroshroom disparut. Une lumière rouge brilla intensément là où se trouvait le cadavre de l'artisan et révéla un nain forgeron Pyroshroom niveau 4. Sa statistique principale était la force, et son affinité pour le feu lui donnait une forte résistance au feu. En tant que champignon nain, il possédait des compétences d'artisanat traditionnel ainsi qu'une résistance accrue aux toxines et aux attaques physiques. Bien sûr, il avait une compétence d'artisan, il était donc spécialisé dans la forge et la création, et avec la bénédiction de la tribu Feu, son efficacité de forge était encore plus grande.
Il possédait également la compétence spéciale Canon Mycelium, libérant une chaîne de feu contrôlable connectée par Canon Mycelium. La chaîne de torche pouvait se connecter au réseau pour une vision partagée tout en absorbant les nutriments stockés en elle pour augmenter les dégâts. Quand il reprit conscience, il était confus. Par un petit champignon, Jun lui parla. Il lui dit qu'il l'avait ressuscité et transformé en l'un de ses soldats champignons. À partir de ce moment, il le nomma Firehammer. Firehammer essaya de protester, mais Jun l'interrompit, disant qu'il comprenait et expliqua que ses champignons sondeurs suivaient déjà ses trolls. L'un des trolls dit à leur chef que si tous les esclaves nains mouraient d'épuisement, ils ne seraient plus obligés de travailler. Le chef rétorqua qu'il était idiot. Le sous-chef joueur troll niveau 3 expliqua que si ceux à la maison mouraient d'épuisement, ils entreraient simplement dans le donjon et en captureraient plus. Il ajouta que les nains n'étaient pas encore complètement éteints, il y avait toujours des survivants cachés dans le donjon. Puis il remarqua soudain que quelque chose n'allait pas. Il exigea de savoir pourquoi il y avait des hommes champignons là, alors que leur nid était juste à côté. L'un d'eux devina que c'était probablement un monstre d'élite errant, et dit qu'il n'avait aucune idée de comment il avait fini là. Un autre déclara que c'était leur jour de chance, ravi de trouver une récolte inattendue. Il lança sa lance. L'homme champignon resta là, puis il révéla un gros marteau et le leur lança. Ils l'ont vu venir. Une forte explosion suivit lorsque le marteau frappa le sol. Le troll faillit être touché, mais il esquiva à la dernière seconde. À sa grande surprise, le marteau commença à léviter et le frappa avant qu'il ne puisse réagir. Ils furent choqués d'apprendre que le marteau pouvait cibler automatiquement les ennemis. Ils ne comprenaient pas comment un monstre d'élite de niveau 3 pouvait avoir un équipement d'un niveau si élevé. Le marteau vola à nouveau. Un troll le bloqua avec son épée. Il réussit à le repousser. Il vola vers le haut et se logea au sommet d'une pointe. Firehammer l'utilisa comme levier et, par une corde enflammée, s'y agrippa tout en courant à grande vitesse. Puis il bondit vers les trolls. Un troll s'apprêtait à lancer une lance, mais sa main fut retenue par un enchevêtrement mycélien, suivi d'une ignition mycélienne, provoquant l'explosion de sa main. Firehammer cibla le suivant. Il sauta sur son dos, lui enfonçant le visage dans le sol. Il en vit un autre s'apprêter à attaquer avec une masse, mais il plaça un coup de poing d'abord, et envoya le troll s'écraser contre le flanc de la montagne. Firehammer rappela son marteau. Le troll fut choqué quand il brisa les piliers en bois au-dessus pour provoquer un éboulement. Même après avoir encaissé quelques coups, le troll restait confiant. Il pensait pouvoir encore esquiver la prochaine attaque. Firehammer déclencha Firehammer Ignition. Le marteau était couvert de flammes. Puis il activa la pluie de feu du marteau volant. Le troll sait qu'il n'y avait aucun moyen de l'esquiver. Quand il frappa le sol, les flammes déclenchèrent une chaîne d'explosions. Le système notifia que le joueur cerf géant avait été éliminé. Une notification annonça que le maître artisan Firehammer avait atteint le niveau 5. Il débloqua une nouvelle compétence appelée récupération de débris, lui permettant de frapper les débris laissés par le marteau et de récupérer toutes les pièces utilisables. Un autre avis révéla que Jun avait atteint le niveau 5 et débloqué un nouvel objet, le quatre-feuilles. Un cerceau de travail rare et durable qui pouvait être assigné à des subordonnés pour aider aux tâches quotidiennes comme la forge, la récolte et la culture, et en cas d'urgence, il pouvait aussi servir de Geiger. Sifeng avait également atteint le niveau 5 et débloqué une nouvelle compétence, le pas de recul instantané permettant à Jifeng de se téléporter vers une flèche qu'il avait tirée à travers un fil de flèche. Jun lui dit qu'il avait fait un excellent travail. Il envoya les coordonnées et leur dit de venir le trouver. Quelques instants plus tard, ils se rencontrèrent et Firehammer demanda timidement si son chef était humain. Jun expliqua que la forme remodelée d'un homme champignon était influencée par la race qu'ils avaient eue dans la vie. Et comme il avait été humain auparavant, il ressemblait maintenant à un humain. Il ajouta que Saifeng avait également été humaine avant d'être transformée en homme champignon par l'archimage. Donc son apparence remodelée était humaine aussi. Selon cette logique, il conclut que Firehammer était à peu près pareil. Il changea de sujet et demanda si Firehammer pouvait utiliser la corne pour forger des armes pour eux. Firehammer accepta que la corne était un bon matériau, mais il avertit qu'ils avaient toujours besoin d'autres matériaux, et il ne semblait pas y en avoir autour. Jun répondit que c'était le grand cimetière, donc les matériaux arriveraient bientôt. Il entendit un bruit au-dessus, et peu après des armes commencèrent à être déversées par le trou. Ils ramassèrent un bracelet de fer magique abandonné. Firehammer utilisa un marteau de récupération pour le reforger. Il le jeta dans le four. Apparemment, ces équipements usagés se transforment maintenant en minerais de fer magique. De plus, un champignon de ferme de niveau 5 l'aida. Firehammer utilisa à nouveau son marteau de forge et dit au chef que les armes étaient prêtes. Il utilisa aussi des matériaux de récupération pour lui faire un pantalon et des chaussures.
Il examina attentivement l'exquise épée à double tranchant et réalisa qu'elle était bien meilleure que la hache grossière d'orque d'avant. Il dit que c'était une très bonne arme, elle avait peu de puissance magique. L'utilisateur pouvait y infuser du mana pour lancer des sorts depuis la lame. Le matériau était assez courant, donc il y avait un risque de dommage si des sorts de haute intensité étaient utilisés trop longtemps. Si Feng tenait un exquise arc de mycélium, il avait également peu de puissance magique. L'utilisateur pouvait utiliser son propre mycélium comme corde d'arc et y canaliser des sorts à travers. S'il tirait des flèches enchantées de très haute intensité, il y avait un risque d'endommager l'arc lui-même. Firehammer lui dit qu'il avait cousu une bourse magique dans la doublure de ses vêtements. Maintenant, il lui était beaucoup plus facile de sortir des armes. Saifeng demanda où ils allaient ensuite. Il répondit qu'ils allaient percer le sol. Au cours des derniers jours, il avait utilisé le réseau mycélien pour explorer la région. Le grand cimetière était tout en bas. S'il montait directement par la chute à ordures, chaque étage avait une barrière à sens unique qui ne permettait que le mouvement vers le bas. Mais à la fin de chaque étage, il y avait un passage menant au niveau suivant. Donc, s'il voulait monter, le meilleur moyen était de se battre à travers chaque étage. De plus, il ne pouvait pas laisser les autres rester paisiblement sur leur territoire. Saifeng demanda s'ils amenaient Firehammer, disant qu'un champignon de plus signifiait plus de force. Elle sentait que Firehammer n'était pas seulement bon en forge, mais encore plus impitoyable au combat. Quelqu'un devait garder l'endroit, et il ne pouvait pas nettoyer d'autres zones pour revenir et trouver leur maison disparue. Néanmoins, grâce au réseau mycélien partagé, Firehammer gagnerait de l'expérience lorsqu'il tuait des monstres. Il marcha sur quelque chose et sentit une force. Un mur tomba, le séparant de Saifeng. Il se demanda si c'était un piège caché dans des sigils magiques. Maintenant, il comprenait pourquoi le champignon sonde ne pouvait pas le détecter. Il rit et dit qu'avec l'épaisseur du mur, tout ce dont il avait besoin était un coup de poing. Il enroula du mycélium de flamme autour de son poing pour créer une attaque explosive à attribut de feu. Il le frappa, mais au lieu de se briser, il fut projeté en arrière. Un cercle magique apparut là où il avait frappé. Il réalisa que le mur piège était renforcé par un réseau magique. Essayer de le traverser ne fonctionnerait pas. Il ajouta que lui et Saifeng devraient prendre des chemins différents. Puisque c'était le cas, notre MC fit demi-tour. Le chemin devant menait dans le corridor visqueux du royaume instantané. Après qu'ils aient été séparés, le terrain changea. Il pouvait voir de nombreux yeux dans l'entrée sombre. Il regarda attentivement et réalisa que c'était un nid d'escargots. Un escargot reconnu qu'il était celui qui avait tué leur frère dans le grand cimetière. Il dit aux autres de le chercher, alors ils l'attaquèrent avec de l'électricité. June planta son champignon Volt. L'attaque électrique frappa le sol. Les escargots pensèrent l'avoir touché et se vengèrent enfin. À leur surprise, l'un d'eux fut coupé en deux. Cela se reproduisit encore et encore. June se déplaça à une vitesse incroyable, forçant les escargots à passer en mode sans coquille pour se déplacer plus vite. Ils étaient déterminés à lui montrer la terreur de la tribu sans coquille, mais ils sentirent le mycélium. En un clin d'œil, June les avait tous piégés et avait activé la détonation de mycélium. Cela déclencha une série d'explosions et il continua de recevoir des notifications d'expérience accrue. Moment plus tard, il atteignit la porte et entra. Cela aurait dû être la salle du boss, mais elle était vide jusqu'à ce qu'il sente quelque chose. Un monstre sauta sur son dos. Heureusement, il s'échappa à temps. Il vit une coquille d'escargot. Elle tourna vers lui. Il la bloqua avec son épée, mais elle continua de tourner. La force le projeta en l'air. C'est là qu'il utilisa son mycélium. Il s'accrocha à la coquille et il activa le canalisation d'éclairs de mycélium. Une explosion suivit. La zone se remplit de fumée. Le roi escargot de niveau 5 se révéla. C'était un grand escargot bipède avec une armure et une épée. June réalisa qu'il y avait une deuxième phase et trouva cela intéressant. Pendant ce temps, Saifeng dessina June sous sa forme de champignon sur le sol. Elle remarqua qu'après avoir été séparée par le mur, il n'y avait pas un seul monstre de son côté, mais elle gagnait toujours de l'expérience grâce aux monstres partagés du côté du chef. Ils étaient clairement au milieu d'un combat de boss féroce et elle voulait vraiment aller aider. Retour à notre MC, le clash des épées ne s'arrêta pas. June était toujours enfermé dans un combat avec le roi escargot. Il part à l'attaque et contre-attaqua immédiatement, mais le roi escargot s'échappa. Ensuite, il s'est roulé dans sa coquille et d'une ouverture étroite, il a tiré des jets d'eau. John a immédiatement compris que c'était de la magie de type eau. Il a libéré son mycélium et l'a ancré au mur pour se hisser. Il ne savait pas de quel liquide il s'agissait, alors il est resté prudent et a choisi d'esquiver d'abord. Au moment où il a frappé, son mycélium a glissé. Il s'est figé une seconde quand ça n'a plus collé. Il est tombé droit dans la flaque et l'attaque est venue instantanément. Heureusement, ses réflexes ont réagi et il l'a bloqué.
Mais même ainsi, il a été repoussé. La surface était incroyablement glissante, il ne pouvait même pas se tenir correctement. Il a vite compris que même le plafond pouvait être recouvert du même fluide, ce qui expliquait pourquoi son mycélium avait échoué plus tôt. Le roi escargot a déclaré que c'était son terrain, et June n'avait aucune chance de gagner. La frappe suivante a forcé June à lâcher son épée. Le roi escargot s'est de nouveau roulé en boule et s'est avancé pour l'écraser. L'eau a jailli comme une fontaine de l'impact. Voyant le mycélium, le roi escargot a demandé s'il était un homme champignon, puis s'est moqué de lui pour avoir osé concourir, le traitant de rien de plus qu'un élément au bas de la chaîne alimentaire. De l'électricité a parcouru les mains de June alors qu'il atteignait l'eau, et le souffle a envoyé le roi escargot voler loin de lui. Le courant s'est propagé rapidement dans l'eau, mais l'aura du roi escargot l'a écrasé instantanément. June ne s'y attendait pas. Le roi escargot insoqué et a dit que puisque June avait déjà utilisé ce mouvement une fois, il ne tomberait plus dans le panneau. June a essayé d'attaquer en utilisant la conductivité de l'eau, et le roi escargot a trouvé cela amusant. Il a déclaré que c'était son terrain, et puisqu'il pouvait contrôler la douceur de la surface de l'eau, il pouvait aussi augmenter la résistance électrique et affaiblir tout choc électrique. June a admis qu'il avait un certain contrôle sur l'eau, mais comme le dit le proverbe, bien esquiver n'est pas aussi bon que d'être au bon endroit. Cela a fait jeter un coup d'œil au roi escargot. Il y avait du mycélium dans l'eau. Il s'est figé un instant, se demandant quand toute la zone sous lui avait été recouverte. Puis il a réalisé qu'il était déjà tombé droit dans le piège. Mais le roi escargot ne s'inquiétait pas. Il pensait pouvoir toujours contrôler la résistance de l'eau et affaiblir toute attaque électrique. Jung n'y croyait pas, il a activé l'allumage. Le roi escargot est resté arrogant jusqu'à ce qu'il voie les flammes. Le feu a surgi instantanément et l'a englouti tout entier. Quand les flammes se sont éteintes, il ne restait qu'un corps carbonisé. Avant qu'il ne se réduise complètement en cendres, le roi escargot a demandé pourquoi il avait soudainement changé pour le feu. Il a marmonné que June ne se battait pas selon les règles. La fenêtre du système est apparue, montrant que lui et ses subordonnés étaient passés au niveau 5. Il a été informé qu'il pouvait désormais générer des enveloppes de mycélium à la volée, leur permettant de compresser l'équipement et de le stocker à l'intérieur de leur corps. Il a appris que son champignon sonde pouvait désormais fonctionner comme un terminal de téléchargement réseau. On lui a également dit qu'il pouvait désormais cultiver des gardes champignons Boom, une unité lourde capable de combat rapproché et à distance. Ceux-ci pouvaient s'attacher aux ennemis ou aux armes en utilisant leur propre mycélium, puis exploser, infligeant des dégâts massifs et laissant des effets magiques. Les dégâts exacts dépendaient de l'attribut utilisé lors de la culture. Lorsque des points de feu étaient ajoutés, cela déclenchait des explosions qui infligeaient des dégâts de zone et enflammaient les cibles. La puissance de l'explosion variait en fonction des attributs du sbire et pouvait être déclenchée manuellement par le chef. En dehors de cela, il a reçu une notification que Saifeng avait compris la compétence principale capsule de Spores. Cela nécessitait d'accumuler de la rage de Spores par des attaques et des compétences normales. Une fois au maximum, elle pouvait tirer une flèche puissante qui, à l'impact, dispersait des bombes de Spores sur une large zone, provoquant des explosions massives. Il a également été informé que le marteau de feu avait compris la compétence principale fusion imprudente. Cela nécessitait également d'accumuler de la rage de spore par le combat. Une fois au maximum, elle pouvait être libérée par le marteau en purifiant rapidement les matériaux et en entrant en contact tout en décomposant les impuretés. Il a été informé que le mur d'étanchéité d'isolement avait été levé. Il a remarqué une odeur humaine inconnue provenant de sous le tas de rochers. Il a appelé Firehammer pour vérifier. Firehammer a traversé le mur et l'a atteint. Il y avait des tas de roches noires. Jaune a demandé s'il savait ce que c'était. Firehammer a répondu que c'était des pierres de pourriture noire formées au fil du temps à partir de déchets magiques compressés et d'humus. Jaune a demandé si elles étaient précieuses. Firehammer a dit que les ordures, plus les ordures, restaient des ordures. Aucun alchimiste ou forgeron normal ne se soucierait de ce genre de matériaux. Mais c'était avant qu'il ne devienne un homme champignon. Il a alors déclaré que maintenant, c'était de la bonne marchandise. Les traces de résidus magiques difficiles à extraire auparavant étaient faciles pour lui maintenant. Il a activé l'extraction de mycélium. Il a dit que c'était aussi simple que de retourner sa main. L'extraction s'est terminée, révélant un fragment de pierre d'argent magique. Il a ajouté qu'avec cette méthode, il pouvait même extraire des fragments de mana de niveau épique. Des matériaux comme ceux-ci étaient très précieux pour les joueurs. June a été surpris, puis il s'est demandé si le morceau était trop petit, comme s'il ne pouvait rien en faire d'utile. Firehammer a souligné qu'il restait encore tout un tas. Il a demandé un peu de temps, disant qu'il pourrait peut-être en extraire davantage d'en bas. June a accepté et lui a laissé la grotte.
Firehammer a commencé à extraire les fragments de mana. Un instant plus tard, il a obtenu plusieurs objets. Un fragment de pierre de fer magique, un fragment de pierre d'aluminium magique, un fragment de pierre d'argent magique, un fragment de pierre de cuivre magique et un fragment de pierre d'or magique. Soudain, le sol a tremblé. Young lui a dit de creuser autant qu'il voulait, mais de ne pas faire s'effondrer la grotte. Firehammer a répondu que ce n'était pas lui. Un ver monstrueux géant avec des rangées de dents acérées en était la cause. On voit ensuite un champignon chargé, mais il est soulevé en l'air. Jun l'a attrapé et a demandé où il allait alors que ce n'était pas encore son tour de tuer. Il lui a dit de rester en arrière et de faire des courses pour Firehammer. Il a dit à Sifeng d'y aller. Elle a accepté. Il a noté que les nouveaux soldats champignons avaient été liés au réseau mycélien et qu'elle pouvait faire appel à eux à tout moment. Pendant ce temps, le champignon sonde a senti quelque chose. Il a rapporté que l'ennemi était sur le point de percer le plafond de la grotte de pierre de pourriture noire. Il ne pouvait pas le laisser entrer, alors Jun a ordonné de le distraire et de déplacer le combat dans le couloir. Le champignon sonde a compris. Il s'est moqué du ver, provoquant un bruit fort et le faisant se déplacer dans une direction différente. Jun a demandé à Firehammer de quel type d'insecte il s'agissait, disant qu'il semblait chargé droit sur eux avec une cible claire. D'après le son, Firehammer a deviné que c'était un insecte noir charognard. Il avait une frénésie naturelle pour l'humus, ce qui en faisait un rival coriace dans la même niche que la tribu des escargots. Il a ajouté qu'il rendrait le combat plus facile une fois qu'il aurait terminé son installation. Au même moment, Sifeng a attaqué l'insecte noir charognard. Il a été repoussé. Elle a continué à frapper le long de son corps jusqu'à ce que sa rage soit pleine. Elle a créé une distance entre eux. Après tous ces coups, cela n'a laissé qu'une blessure superficielle. Elle a dit qu'il avait une carapace dure. Il avait même ébréché la lame du chef. Le champignon sonde lui a dit que le nouvel équipement que Firehammer avait fabriqué pour elle était prêt. Elle pouvait le télécharger directement depuis le réseau mycélien. Le téléchargement a commencé, 6% chargé. En un rien de temps, il a atteint 86%. L'insecte noir charognard s'est approché d'elle. Heureusement, le téléchargement s'est terminé et elle a obtenu la flèche d'argent magique. Elle a rassemblé de l'énergie autour d'elle et a visé la bouche de l'insecte noir et a déchaîné une flèche rugissement de bris de bord entièrement chargée. Elle l'a tirée, puis elle a été forcée de sauter en arrière lorsque l'insecte noir charognard a chargé sur elle. Elle a gardé ses distances. La flèche s'est logée dans la bouche de l'insecte noir et des champignons ont commencé à pousser à l'intérieur. Le champignon a commencé à luire. L'insecte noir charognard s'est approché d'elle et son corps a commencé à exploser de l'intérieur. Il ne restait que des cendres. Mais le champignon sonde l'a averti de ne pas se détendre encore, disant qu'il y en avait d'autres qui arrivaient. Il a rapporté que des sondes au loin avaient déjà repéré un autre insecte noir se dirigeant vers eux, mais elle respirait déjà difficilement. Jin a demandé par l'intermédiaire du champignon sonde si son endurance s'épuisait et lui a dit de convertir rapidement les cadavres de monstres en humus pour restaurer ses PV. Il a également suggéré qu'en attendant, elle devrait utiliser les soldats champignons nouvellement cultivés pour le retenir. Un champignon a été invoqué, c'était un garde boomshroom de niveau 6. Elle a vu que seulement 2 étaient apparus. John a expliqué que la taille maximale de l'escouade était de 6 et qu'elle était déjà pleine. Elle a expliqué qu'en excluant le Voltshroom transplanté et Firehammer, la liste active comprenait le chef, Firehammer elle-même, un champignon ouvrier et 2 champignons boom, ce qui faisait exactement 6. Et en comptant le champignon sonde, cela dépassait la limite. Le champignon sonde a répondu qu'il ne prenait pas de place puisqu'il faisait partie du réseau mycélien. C'était comme une unité hors liste. Le scarabée noir est apparu. Le champignon sonde a observé la créature et a noté que, comme il gardait la bouche bien fermée, il avait peut-être peur de se faire à nouveau exploser la gueule. Un champignon boom a enduit son arme de feu et l'a lancé sur le scarabée noir, provoquant une explosion. Le scarabée noir était clairement blessé. L'autre champignon boom a attaqué avec une épée. Il a frappé le haut du corps du scarabée noir et l'a repoussé. Ils l'ont regardé tomber. Sifeng se demanda si le nouveau soldat champignon était de type force, car il avait envoyé le scarabée noir massif voler d'un seul coup. Les boomshrooms se sont regroupés. L'un d'eux s'est approché du scarabée noir pour en retirer sa lance, tandis que l'autre lui a chargé dessus et lui a lancé une épée volante autodestructrice dans la gueule. Le haut du corps du scarabée noir a explosé, la fenêtre du système est apparue, montrant que les points d'expérience de notre MC avaient augmenté et que la tribu des hommes champignons avait atteint le niveau 7. Il a appris qu'il avait débloqué la compétence exclusive du chef, souverain solitaire. Pour chaque subordonné manquant à ses côtés, qu'il soit tombé ou non déployé à proximité, toutes ces statistiques augmenteraient de 10% jusqu'à un maximum de 100%. Les champignons sondes n'avaient plus besoin de faire vibrer leur chapeau pour voler. Ils pouvaient maintenant léviter librement. Ils pouvaient maintenant cultiver un nouveau soldat champignon.
champignon archer, une unité à distance. Il se bat avec une courte lame en combat rapproché et peut tirer des flèches divisées avec différents attributs. Il peut également déployer un parapluie de sport depuis son chapeau pour de courtes glissades. Lorsqu'il est déployé à côté de Si-Feng, il bénéficie d'un effet d'inspiration de troupe. Toutes les statistiques, plus 10%. En dehors de cela, il pouvait également cultiver un nouveau soldat champignon, le champignon tunnelier. Un champignon ouvrier qui avait absorbé la capacité de creuser du scarabée noir charognard, il pouvait percer les montagnes et creuser des tunnels pour remodeler les grottes. Lorsqu'il est déployé à côté de marteau de feu, il bénéficie d'un effet d'inspiration de capitaine. Efficacité du travail plus 10%. Si-Feng a été impressionné par la puissance de combat et le travail d'équipe dont ont fait preuve les nouveaux soldats champignons. Par l'intermédiaire d'un champignon sonde, Jun se demanda comment des soldats champignons sans âme pouvaient bouger et se battre avec une coordination aussi fluide par eux-mêmes. Si-Feng a demandé ce qu'il voulait dire. Jun a expliqué que le chef les contrôlait via le réseau mycélien. Au plus profond de la grotte, une énergie rose lumineuse s'est répandue sur le sol. Jun était assis sur son trône de pierre et dirigeait les soldats champignons à travers le réseau. Il a trouvé toute l'expérience étonnamment divertissante, presque comme jouer à un jeu. Une projection magique de Jun est apparue devant Si-Feng. Elle lui a ordonné de nettoyer le champ de bataille et de livrer tout ce qui était utile à Firehammer afin que de nouveaux équipements puissent être forgés. Alors qu'elle se tenait parmi les restes de leurs ennemis, une énergie rose a commencé à se répandre sur les cadavres. Les restes se sont dissous en liquide avant de disparaître complètement. Une notification système a confirmé qu'un cadavre de scarabée noir charognard avait été décomposé et absorbé. Elle a acquis une peau de scarabée noir limitée, lui conférant une épiderme durcie similaire à celle d'un scarabée noir. Le système a également expliqué ses limites. Si les dégâts physiques dépassaient 50% de la santé totale de l'utilisateur, la peau se briserait et commencerait à se reconstruire, devenant temporairement indisponible jusqu'à ce que le processus soit terminé. Si-Feng a ramassé plusieurs dents bleues brillantes. Elle a noté que les dents étaient incroyablement durables car elles étaient restées intactes même après plusieurs explosions. Elle a ajouté qu'il serait formidable de les ramener à Firehammer pour la fabrication d'armes. Alors qu'elle se préparait à partir, une puissante rafale de vent a soudainement balayé la caverne. L'air a convergé en un seul point et a creusé un trou profond dans le sol rocheux. Un vortex massif s'est formé et a creusé de plus en plus profondément dans la terre. Bien plus bas, une silhouette drapée observait depuis les ombres. Le système l'a identifié comme un administrateur de bas niveau, faucheur de mort numéro 10. Il trouvait étrange que tous les monstres du niveau le plus bas soient soudainement devenus inactifs. Il était particulièrement agacé que les 2 scarabées noirs qu'il avait envoyés, dont les niveaux dépassaient de loin tout ce qui se trouvait au niveau le plus bas, aient été complètement anéantis. Pendant un moment, il a envisagé d'y aller personnellement, mais il a rapidement abandonné l'idée. La paix ne valait tout simplement pas le risque de perdre la vie. Puis il a remarqué qu'il restait encore beaucoup de chair à canon jetable disponible. Il s'est tourné vers un groupe de monstres bactériens et a demandé si l'un d'eux voulait devenir des joueurs. Les bactéries étaient choquées. Elles se demandaient si elles pouvaient réellement devenir des joueuses aussi. Elles avaient toujours supposé qu'elles passeraient toute leur vie à se décomposer lentement à l'intérieur du donjon. Le faucheur leur a rappelé que leur statut lui avait été accordé. Il a activé une magie violette à travers le livre qu'il tenait. Le système a annoncé que les privilèges de joueurs avaient été débloqués pour les bactéries. Elles pouvaient maintenant se déplacer librement, ouvrir des coffres au trésor et combattre des monstres. Après avoir terminé son travail, le faucheur les a guidés vers le trou nouvellement créé. Le faucheur a ordonné à la horde de charger dans les profondeurs. Il a promis que s'il résolvait le problème, il serait récompensé par la propriété de tout le niveau le plus bas ainsi que par toutes les pierres de pourriture noire qu'il pourrait désirer. Il a déclaré que l'avenir de leur race dépendait de cette mission. L'armée bactérienne a immédiatement surgi. Une bactérie a demandé au chef où se trouvait exactement le scarabée car elle n'en avait vu aucun signe. Les autres bactéries sont restées silencieuses. Bientôt, plusieurs d'entre elles ont repéré un coffre au trésor géant. Une bactérie est devenue extatique et s'est précipitée vers lui. Après avoir passé si longtemps à pourrir dans le donjon, elle pouvait enfin ouvrir un coffre au trésor. Mieux encore, elle n'aurait pas à partager le butin avec les autres bactéries. La bactérie a atteint le coffre et l'a forcé à s'ouvrir. Elle a prudemment jeté un coup d'œil à l'intérieur. Soudain, une main a jailli de l'intérieur du coffre. La main a attrapé la bactérie et l'a traînée à l'intérieur. Le couvercle s'est refermé brusquement. Une énergie rose s'est enroulée autour de la bactérie. Puis, sans avertissement, quelque chose l'a enlevée. Une autre bactérie a jeté un coup d'œil en arrière et a réalisé que sa compagne avait disparu.
La bactérie capturée a été traînée sur le sol rocheux et tirée plus profondément dans la grotte. Elle a essayé de crier, mais sa bouche était fermée. Quelques instants plus tard, elle a disparu complètement. Bientôt, une autre bactérie a remarqué quelque chose d'étrange. Elle a réalisé qu'il aurait dû y en avoir plus. Le groupe était entré dans la grotte ensemble. Elle a demandé à ses compagnes où étaient passées les bactéries disparues. Une bactérie a simplement haussé les épaules. Soudain, une flèche a traversé l'air et en a tué une. Les bactéries restantes ont été choquées. L'une d'elles a exigé de savoir qui avait attaqué. Elle a levé les yeux et a repéré le coupable. L'attaquante était Milan, un champignon archer de niveau 7. Grâce à l'effet d'inspiration de son capitaine, toutes ses statistiques avaient augmenté de 10%. Elle s'est timidement excusée de les avoir attaqués. Sifeng l'a immédiatement grondé pour s'être excusé auprès de l'ennemi. Milan a paniqué et s'est également excusé auprès de Sifeng. Sifeng ne pouvait s'empêcher de penser à quel point le scarabée noir avait été féroce, et pourtant le champignon archer créé à partir de son cadavre avait hérité d'une personnalité timide. Milan s'est excusé une fois de plus en bandant son arc, puis elle a décoché une autre flèche. Une énergie crépitante a entouré le projectile. La flèche a frappé une bactérie. La bactérie a déclaré avec suffisance que si elle ne démontrait pas sa force, elle pourrait penser qu'elle était faible. Cette bactérie a activé Flèche divisée. L'attaque s'est dispersée sur le champ de bataille et a frappé plusieurs bactéries. Les victimes ont regardé avec confusion. Puis, elles se sont effondrées une par une. Même la bactérie qui avait lancé l'attaque a été stupéfaite du résultat. La bactérie d'élite a fièrement déclaré que sa race avait survécu pendant des millions d'années. Il n'y avait aucun moyen qu'elle soit anéantie par de simples attaques physiques, surtout pas sous son commandement. Milan a calmement souligné que des températures élevées étaient nécessaires pour éliminer correctement les bactéries. Elle a rassemblé de l'énergie ardente dans son arc. Une flèche enflammée a traversé le champ de bataille. Elle a frappé une autre bactérie directement. Le projectile a explosé à l'impact et a englouti la cible dans les flammes. Milan a immédiatement célébré sa première victoire. Saifang l'a de nouveau grondé et lui a rappelé de confirmer le meurtre avant de célébrer. Milan a timidement accepté. Puis toutes deux ont soudainement senti quelque chose. Milan était la cible. Une puissante attaque s'écrasa sur le terrain rocheux où elle se tenait. Le roi des bactéries savourait le privilège de devenir un joueur. Le système l'identifia comme le roi des bactéries de niveau 8. Il était ravi de pouvoir enfin quitter son territoire, se déplacer librement et dépasser les limites qu'il avait retenues si longtemps. Zifeng sauta de la falaise pour éviter son attaque. Elle dit à Milan que le monstre était bien trop dangereux pour qu'elle l'affronte directement. Elle lui ordonna de battre en retraite plus loin et de se concentrer entièrement sur le soutien à distance. Milan accepta et s'excusa d'avoir causé des ennuis. Le roi des bactéries sauta soudainement de la falaise. Le sol se brisa sous son poids colossal. Saifeng leva immédiatement son arc et tira plusieurs flèches. Le roi des bactéries déviait nonchalamment chaque tir. Puis une flèche enflammée fila vers lui. Le roi des bactéries la para aussi. La flèche explosa derrière lui. Il se moqua d'eux, les traitant de faibles. Milan fut déçu que même sa flèche explosive ait été bloquée. Sifang déclara calmement que le faire tourner la tête était tout ce dont elle avait besoin. Elle lâcha immédiatement 3 autres flèches. Le roi des bactéries éclata de rire et demanda si sa pression les avait effrayés au point qu'ils ne pouvaient même plus viser correctement. Les 3 flèches avaient apparemment manqué leur cible. Puis il se figea soudainement. En regardant derrière lui, il découvrit que les queues des flèches étaient reliées par des filaments de mycélium. Les flèches s'étaient encastrées dans les murs environnants et avaient formé un piège autour de lui. Son corps était entravé. Le roi des bactéries ricana et affirma que quelques filaments de mycélium pouvaient être brisés avec un minimum d'effort. Il força et tenta de déchirer les entraves. Au lieu de cela, une vague d'énergie traversa le mycélium et choqua tout son corps. Sifeng l'observait attentivement. Le roi des bactéries fumait d'épuisement suite à l'attaque. Saifeng ordonna immédiatement au Shroomguard de couper la tête de la bactérie. Le Shroomguard chargea sans hésiter. Soudain, un coup d'épée rapide traversa l'air. Saifeng et Milan furent toutes deux choquées. La frappe de l'épée n'atteignit jamais le roi des bactéries. Au lieu de cela, le Shroomguard se figea soudainement sur place juste avant de porter le coup de grâce. Saifeng ne comprenait pas ce qui s'était passé. Elle se demandait pourquoi le Shroomguard avait arrêté de bouger et pourquoi il refusait de dégainer son épée. Le roi des bactéries eut un rire suffisant.
Il révéla que lorsqu'il avait été poussé à bout, il avait commencé à infecter les filaments de mycélium qui le retenaient. Au cours de ce processus, il découvrit que tout dans la zone était connecté par le même réseau. En raison de cette connexion, le Shroom-Guard avait déjà été infecté avant de pouvoir terminer son attaque. En conséquence, le garde n'obéissait plus à aucun ordre. Le roi des bactéries se moqua de leur dépendance au réseau mycélien et déclara qu'ils seraient tous infectés ensemble. Les spores se répandirent rapidement dans la grotte. Une pluie d'infections descendit tandis que le roi des bactéries riait triomphalement. Jun ordonna immédiatement à tous les champignons connectés au réseau de se déconnecter et de rester hors ligne. Il promit qu'il arriverait sous peu. Saifeng suivit immédiatement l'ordre et se déconnecta du réseau. Milan se déconnecta également. Sifeng jeta un coup d'œil à sa main et se demanda si elle était toujours infectée malgré la coupure de la connexion. Un avertissement de grave infection bactérienne apparut soudainement devant elle. Elle s'effondra et toussa du sang. Milan devint complètement paralysé et tomba au sol. Le roi des bactéries rit de leur état. Maintenant qu'elles ne pouvaient plus bouger, elles étaient complètement impuissantes. Il expliqua que se déconnecter du réseau était inutile car ces bactéries pouvaient se propager par l'air lui-même. Selon lui, la bataille était déjà terminée. Juste au moment où il s'approchait des deux champignons impuissants, Jun arriva. Sans hésiter, il donna un coup de pied au roi des bactéries. L'impact fut si puissant que le roi des bactéries fut projeté droit au plafond. Sifeng s'excusa immédiatement auprès de Jun d'avoir été infecté. Jun ne la blâma pas. Au lieu de cela, il admit que l'erreur était la sienne. Il avait échoué à recueillir suffisamment d'informations sur l'ennemi au préalable. Il lui ordonna de prendre les autres et de battre en retraite pendant qu'il gérait la bataille personnellement. La tête du roi des bactéries resta encastrée dans le plafond. Il se libéra, puis demanda si Jun était le chef de cet endroit. Le roi des bactéries plongea immédiatement vers le bas avec une frappe vicieuse. Jun bloqua l'attaque avec sa hache. Il continua de parer chaque coup entrant. Une notification système apparut. Un subordonné avait quitté le champ de bataille. Par conséquent, tous les attributs de Jun augmentèrent de 10%. Jun riposta avec une frappe entièrement chargée. Leurs armes se heurtèrent encore et encore. Saifeng regardait attentivement la bataille. Soudain, le roi des bactéries gloussa en bloquant une autre frappe de hache. Une deuxième notification apparut. Comme deux subordonnés avaient quitté le champ de bataille, tous les attributs de Jun avaient augmenté de 20%. Jun leva soudainement son bras libre. Le mouvement prit le roi des bactéries complètement au dépourvu. Puis Jun déchaîna un coup de poing dévastateur directement dans le visage de la bactérie. Toute la force du coup porta. Le roi des bactéries fut projeté en arrière. Le sol se brisa à l'impact. Le roi des bactéries ne comprenait pas ce qui se passait. Chaque coup de poing de Jun semblait plus lourd que le précédent. Avant qu'il ne puisse récupérer, Jun sauta soudainement vers lui. La charge soudaine prit le roi des bactéries complètement par surprise. Puis Jun déchaîna un barrage d'attaque implacable. Jun continua de marteler le roi des bactéries sans relâche. Il savait qu'il ne fallait pas arrêter d'attaquer un monstre avant que le système ne confirme le meurtre. Soudain, quelque chose sembla mal. Il toussa du sang et tomba sur un genou. Le roi des bactéries rit et se moqua de lui, disant qu'il n'apprenait jamais. Il expliqua que le combat rapproché intense ne faisait qu'accélérer le processus d'infection. Il remarqua que Jun avait vraiment tout donné et l'avait presque abattu. Puis il révéla que ces bactéries parasites s'étaient déjà propagées dans la flore recouvrant le corps de Jun. Le roi des bactéries activa sa compétence de guérison par bactéries parasites et commença à régénérer ses blessures. Il déclara que sa contre-attaque était sur le point de commencer. Jun fut pris au dépourvu. Le roi des bactéries le frappa fort et l'envoya voler. Jun glissa sur le sol et enfonça sa hache dans le sol pour ralentir. La bactérie le verrouilla et disparut soudainement. Jun sentit immédiatement une attaque venir de son angle mort. Le roi des bactéries déchaîna Tetanus Blade. La frappe atterrit directement sur Jun, laissant une profonde entaille sur son corps. La bactérie pressa l'attaque, déchaînant Golden Bacillus Blade. Elle enchaîna avec Bacillus Blade, coupant Jun sans pitié. Le combo implacable projeta Jun droit contre un mur. Le roi des bactéries se précipita pour mettre fin à la bataille d'une dernière frappe. Il cloua Jun contre le mur. Puis il se moqua de lui, lui demandant s'il prévoyait toujours de résister au lieu d'accepter une mort rapide. Sinon, il le torturerait lentement vivant avec ses bactéries. Jun demanda de quelles bactéries il parlait. À la stupeur du monstre, les plaques bactériennes recouvrant le corps Jun disparurent soudainement. Reculant, le roi des bactéries ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Une notification système apparut.
Tous les subordonnés de Jun avaient évacué le champ de bataille, toutes ses statistiques furent augmentées de 60%. Elle afficha également la compétence partagée de Sifeng, peau dure limitée, qui créait une épiderme durcie qui se brisait et se reconstruisait chaque fois que les dégâts physiques dépassaient 50% de la santé maximale. Pendant la reconstruction, la compétence restait indisponible. Jun leva son bras et bloqua la prochaine attaque. Puis il déchaîna une puissante frappe et révéla qu'il avait apporté des antibiotiques. Le roi des bactéries fut stupéfait. Jun lança sa hache et elle transperça les épaules du roi des bactéries. Et puis il tira. Son mycélium traîna le roi des bactéries directement vers lui. Le corps du roi des bactéries ne put résister à la traction. Un jour plus tôt, dans le grand cimetière, Jung apprit l'existence des antibiotiques. Firehammer expliqua que les pierres de pourriture noire contenaient de petites traces d'antibiotiques qui avaient été utilisées pour combattre les bactéries. C'étaient des restes de flacons d'alchimie jetés par des joueurs de haut niveau, et au fil du temps, le résidu s'était infiltré dans les pierres. John fit remarquer que pendant que d'autres jetaient de telles choses, lui les collectionnait. Ce qui était sans valeur pour les autres était inestimable pour lui. Il ordonna à Firehammer de rassembler plus pour une utilisation future. Firehammer accepta immédiatement. De retour au présent, Jun imprégna son attaque d'antibiotiques. Il déclencha une frappe antibiotique. L'attaque projeta le roi bactérie en arrière. L'impact brisa les murs de la grotte et envoya une onde de choc massive dans la zone. Des débris explosèrent vers l'extérieur sous la force. Un énorme cratère se forma sous la bactérie. Le roi des bactéries perdit ses membres, et un énorme trou fut creusé dans son torse. Se relevant péniblement, le roi des bactéries déclara que les attaques physiques étaient inutiles. Ces bactéries pouvaient se régénérer à l'infini, mais quand il regarda sa main, elle ne se régénéra pas. Il fut horrifié de découvrir que sa capacité de reproduction bactérienne avait été complètement supprimée. Soudain, des bulles commencèrent à se former sur tout son corps. Un instant plus tard, il explosa de l'intérieur. Une notification système confirma l'élimination du roi des bactéries. Jun et tous ses subordonnés passèrent au niveau 8. Le groupe apprit avec succès la compétence raciale résistance aux bactéries, augmentant la résistance de la race des hommes champignons aux bactéries de 30%. Ils débloquèrent également la compétence leur champignon, leur permettant de faire pousser rapidement des clones de champignons inoffensifs à partir de spores pour attirer les ennemis. De plus, Berserker Orc évolua en Berserker Homme Champignon, accordant un coup de pouce temporaire de 30% à la puissance de combat en forçant le mycélium à travers les veines. Enfin, le système en Sonnet annonça que les subordonnés archers avaient appris les flèches filets, leur permettant de tirer des filets de mycélium capables de capturer et de retenir les cibles. Après ce combat, un champignon était en cours de culture. Seifang commenta que les champignons poussaient magnifiquement. Jun expliqua qu'après avoir extrait les matériaux utiles, le résidu en décomposition laissé par les pierres de pourriture noire était parfait pour faire pousser des champignons. Firehammer annonça joyeusement qu'il était temps de manger. Au même moment, le système notifia à tout le monde que l'état éthéré avait été désactivé. Rassemblés autour d'une table, Jun dit que tout le monde avait dépensé beaucoup d'énergie pendant la bataille, alors il les régalait d'un repas d'équipe pour les aider à récupérer. Milan demanda ce qu'était un repas d'équipe. Jun réalisa que le terme venait de son monde d'origine, il était donc naturel qu'elle ne le comprenne pas. Il expliqua que c'était un repas gratuit offert par un lieu de travail. Firehammer déclara avec assurance que les champignons étaient du personnel, donc un repas fait de champignons était naturellement un repas d'équipe. Milan accepta immédiatement l'explication. Jun trouva la logique étrangement rafraîchissante, tandis que Saifeng faillit éclater de rire et dut tousser pour se retenir. Pendant ce temps, ailleurs, le faucheur était assis seul en silence. Il attendait près du cratère. Il nota que les monstres bactériens avaient échoué, réalisant qu'il était temps de trouver un nouveau lot de chair à canon. Soudain, le sol commença à trembler. La sensation lui rappela le scarabée noir charognard, bien qu'il se souvînt clairement que chacun d'eux avait été tué. Une lumière cramoisie jaillit de la grotte. Puis un monstre massif fit éruption de sous terre. Une notification système identifia la créature comme l'étoile terrestre fouisseuse. Cultivée à partir du cadavre d'un scarabée noir charognard, elle était décrite comme un gigantesque champignon d'ingénierie capable d'écraser les roches de montagne et d'absorber les substances utiles des débris. Bien que très efficace contre les unités lourdement blindées au combat, elle nécessitait une planification minutieuse en raison de ses conditions de plantation exigeantes et de sa longue période de culture. L'administrateur Grim Reaper fut stupéfait. La créature qui se tenait devant lui n'était pas l'un de ces scarabées noirs. Notre protagoniste se tenait au sommet de l'étoile terrestre fouisseuse.
Il demanda si le faucheur était responsable de l'envoi de joueurs sur son territoire. Le faucheur réalisa immédiatement que Jun était le bug qu'il recherchait. Rassemblant son énergie, il déclara que le moment était parfait et décida d'éliminer le bug personnellement. Il déclencha une compétence appelée rayon de lumière d'administrateur, suppression de compte en colère. Un faisceau d'énergie violette surgit. Les pétales de l'étoile terrestre fouisseuse commencèrent à tourner alors qu'elle chargeait directement dans l'attaque. Le faucheur fut choqué d'être effectivement supprimé. Puis, une explosion massive éclata lorsque l'étoile terrestre le percuta, mais il réussit à reculer et à résister à l'impact. Le faucheur fut choqué de voir à quel point le joueur avait grandi en quelques jours seulement. Réalisant qu'il ne pouvait plus gérer la situation seul, il décida qu'il devait demander une autorité supérieure à ses supérieurs. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Jun lui arracha le livre des privilèges des mains. Le faucheur fut abasourdi. Il se jeta désespérément en avant et exigea qu'il lui soit rendu. Mais le poing de Jun rencontra son visage et le mit à terre d'un seul coup. Le faucheur gémit de douleur. Jun remarqua à quel point le livre semblait important et se demanda quel genre de livre c'était. Le faucheur refusa de dire quoi que ce soit à moins que Jun ne promette d'épargner sa vie. Jun souligna que tout était déjà écrit à l'intérieur du livre de toute façon, il n'y avait donc aucune raison pour lui de l'expliquer. La sueur coula sur le visage du faucheur. Il se retourna et s'enfuit, essayant désespérément de s'échapper. Il raisonna que perdre le livre des privilèges n'avait pas d'importance tant qu'il survivait. Il jura qu'un jour il reviendrait avec une armée massive et anéantirait tout le clan de John. Ce qu'il ne réalisa pas, c'est que John l'avait déjà verrouillé. Alors qu'il courait, une puissante attaque le projeta violemment au sol. Le faucheur pensa qu'il avait été pris en embuscade. Milan se révéla, elle activa Ignite, libérant une énorme explosion d'énergie flamboyante. Les flammes rugissantes traversèrent le mycélium attaché à la flèche logée dans le corps du faucheur. Terrifié, le faucheur implora sa pitié et offrit de négocier. Les flammes explosèrent et l'engloutirent complètement. Milan descendit lentement d'en haut en utilisant sa compétence de descente lente. Elle réalisa que le faucheur avait essayé de négocier. Elle s'excusa d'avoir attaqué trop rapidement. Jun répondit que peu importait qu'un administrateur de bas niveau ait quelque chose à dire ou non. Il était beaucoup plus intéressé par le livre des privilèges qu'ils avaient obtenu. Saifeng demanda si le livre avait une utilité pratique. Jun expliqua qu'il leur permettait de surveiller les trajectoires de mouvement des monstres et des joueurs dans une zone limitée. Il pouvait également retirer les joueurs qui enfreignaient les règles du donjon. Plus important encore, il avait l'autorité d'accorder à certains PNJ le statut de joueur. Jun souligna qu'une fois qu'un PNJ obtenait le statut de joueur, il pouvait quitter ces zones restreintes, ouvrir des coffres au trésor et miner des minerais librement. Saifeng réalisa soudain qu'ils auraient pu quitter leur territoire d'origine il y a longtemps et continuer à s'étendre vers le haut. Elle se demanda s'ils étaient déjà considérés comme des joueurs. Jun la corrigea. Selon le livre, ils étaient classés comme des bugs. Saifeng comprit immédiatement. Tant que le bug resterait non résolu, d'autres administrateurs continueraient à envoyer des joueurs pour l'éliminer. Soudain, une demande de communication d'administrateurs entrante apparut sur le livre. Siphon craignait que répondre puisse les exposer. Jun lui dit qu'il n'y avait rien à craindre et lui ordonna d'y répondre. Le visage d'un faucheur apparut à l'écran. Immédiatement, il eut l'air agacé. Le faucheur vit qu'il parlait à un autre faucheur. Il demanda pourquoi il avait fallu si longtemps pour répondre. Jun, déguisé en faucheur grâce à son mycélium, expliqua nerveusement qu'il avait été retardé en traitant le bug signalé. L'administrateur le gronda et dit que prendre autant de temps pour gérer un simple bug était exactement la raison pour laquelle il méritait de rester en bas pour toujours. Il lui rappela ensuite de marquer le statut du bug comme résolu plus tard. Jun rit maladroitement et acquiesça à l'ordre avant de demander s'il y avait des instructions supplémentaires. L'administrateur souligna que son enthousiasme soudain était inhabituel car il évitait normalement le travail chaque fois que possible. Il mentionna ensuite une anomalie de données au 3e niveau à partir du bas et lui ordonna de l'enquêter et de la résoudre. Puis l'appel se termina. Saifeng fut étonné que le déguisement mycélien de Jun ait réussi à tromper l'administrateur. Elle demanda s'il prévoyait de descendre au 3e niveau à partir du bas. Jun répondit qu'il n'y avait pas besoin de se presser. Puisqu'ils étaient traités comme de la chair à canon de toute façon, il décida d'abord d'étendre le réseau mycélien et de repérer la zone environnante. Soudain, Saifeng remarqua que Milan était introuvable. Jun ne pouvait pas non plus la sentir à travers le réseau mycélien. Il réalisa rapidement qu'elle était hors ligne. Il contacta immédiatement Prob Shroom et demanda où il était et s'il avait vu Milan.
Le champignon sonde a répondu qu'il était à la fin du premier niveau. Il a dit d'urgence à June de venir tout de suite voir ce qu'il avait découvert. June est vite arrivé à l'entrée de la grotte où Milan avait disparu. Le champignon sonde a confirmé qu'il avait suivi les spores de Milan jusqu'ici avant que la piste ne s'arrête net. Chaque fois qu'il essayait d'étendre le réseau mycélien au-delà de ce point, la connexion était coupée. June a inspecté la zone avec soin et a remarqué que l'énorme racine d'arbre avait été rongée. Réalisant que ce qui vivait ici se nourrissait de bois, il commença à avoir des doutes. Il fixa l'énorme racine d'arbre couverte de marques de morsures.